8 000 milliards de dollars. Évaporés en moins de 18 mois. Et les signaux étaient là, visibles, documentés, ignorés. Dans ce protocole, on dissèque exactement comment le système bancaire mondial a failli s'effondrer sur lui-même et pourquoi presque personne n'a rien voulu voir. On est au début des années 2000. L'Amérique sort de la récession post-bulle Internet. Les taux d'intérêt sont bas. L'argent coûte peu cher. Et les banques cherchent un endroit où le placer. Cet endroit, c'est l'immobilier. Le rêve américain de la maison individuelle devient le moteur de toute une économie. Entre 2000 et 2006, les prix de l'immobilier américain augmentent de plus de 80% dans certaines régions. Tout le monde achète. Tout le monde gagne. C'est le rêve. Mais ce n'est pas le plus grave. Pour financer ces achats, les banques inventent un produit, le crédit subprime. Un crédit hypothécaire accordé à des ménages qui, en temps normal, ne pourraient pas emprunter. Revenus insuffisants, historique de crédit dégradé, apport nul. L'idée, c'est simple. Même si l'emprunteur ne rembourse pas, la maison prend de la valeur. La banque récupère son argent. Sauf que ce raisonnement repose sur une seule hypothèse, que les prix immobiliers ne baissent jamais. Retiens bien ça. Et là, les banques font quelque chose de brillant et de catastrophique. Elles ne gardent pas ces crédits dans leur bilan. Elles les revendent, elles les regroupent en paquets, appelés CDO, pour Collateralized Debt Obligation, soit en français, obligation adossée à des actifs. Imagine une boîte dans laquelle tu mets des centaines de crédits risqués. Tu secoues et tu revends des parts de cette boîte comme si c'était un produit sûr. Les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, donnent à ces produits des notes AAA, la note maximale, la note des États souverains, des milliers de fonds de pension, des banques européennes, des assureurs du monde entier achètent, parce que c'est noté AAA, parce que ça rapporte plus que les obligations d'État, parce que tout le monde le fait. Là, tout bascule. En 2006, la Fed commence à remonter ses taux directeurs. Les mensualités des crédits subprime, souvent à taux variable, explosent. Des ménages qui remboursaient 500 $ par mois se retrouvent à devoir en payer 900. Ils ne peuvent pas suivre. Les défauts de paiement s'accumulent. En 2007, des centaines de milliers de ménages américains sont en situation de défaut. Les maisons reviennent sur le marché. Les prix commencent à baisser. Et l'hypothèse sur laquelle tout reposait, les prix immobiliers ne baissent jamais, s'effondrent. Sénèque écrivait « Nusquam ecunc qui ubique est ». Celui qui est partout n'est nulle part. Les CDO avaient été vendus à tout le monde, partout dans le monde. Résultat, quand la contagion commence, personne ne sait exactement ce qu'il détient, ni combien ça vaut. Les banques se regardent entre elles et se demandent « Est-ce que tu es solvable ? Est-ce que tu as des CDO pourris dans ton bilan ?» La confiance interbancaire s'évapore. En août 2007, BNP Paribas gèle 3 fonds d'investissement. C'est le premier signal public que le problème dépasse les frontières américaines. Mais ce qui se passe en coulisses est encore plus grave. Les banques avaient utilisé un mécanisme appelé levier financier, c'est-à-dire qu'elles empruntaient pour investir davantage. Certaines institutions, comme Lehman Brothers, opéraient avec un levier de 30 pour 1. Pour chaque dollar de capital propre, elles avaient emprunté 30 $. C'est comme acheter une maison à 1 million d'euros avec 33 000 € d'apport. Une baisse de 3% de la valeur de l'actif suffit à effacer l'intégralité de ton capital. Marc Aurèle écrivait « Ce qui ne nuit pas à la cité ne nuit pas aux citoyens. » Sauf que là, ce qui nuisait à une banque nuisait à toutes les autres et à des millions de citoyens qui n'avaient jamais entendu parler d'un CDO. Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, 158 ans d'existence, 4e banque d'investissement américaine, dépose le bilan. Actifs déclarés, 639 milliards de dollars. C'est la plus grande faillite de l'histoire américaine à ce moment-là. Le lendemain, les marchés mondiaux s'effondrent.
AIG, le plus grand assureur mondial, est au bord du gouffre. Il avait assuré des centaines de milliards de CDO via des produits appelés Credit Default Swaps. Le gouvernement américain injecte 85 milliards de dollars pour le sauver. En 2 semaines, le Congrès vote le plan TARP, 700 milliards de dollars de fonds publics pour recapitaliser les banques. L'argent des contribuables pour éponger les erreurs des traders. Épictète écrivait que les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'opinion qu'ils en ont. Pendant des années, l'opinion dominante était simple. L'immobilier monte toujours, les CDO notés AAA sont sûrs, les banques savent ce qu'elles font. Le jour où cette opinion a changé, pas progressivement, mais d'un coup, en quelques semaines, il ne restait plus rien pour soutenir le système. 8 millions d'Américains ont perdu leur emploi. 5 millions ont perdu leur maison. Le PIB américain a reculé de 4,3% en 2008. En Europe, des pays entiers ont frôlé la faillite. La vraie leçon des subprimes. Un système peut paraître solide pendant des années, tout en étant creux à l'intérieur. La complexité n'est pas une garantie, c'est souvent un écran de fumée. Quand tu ne comprends pas exactement comment un produit génère son rendement, tu ne détiens pas un actif, tu détiens une promesse. Et les promesses, ça se brise. Applique ça demain. Si quelqu'un te vend un produit financier que tu ne peux pas expliquer en 2 phrases simples, pose la question suivante. Qui paie le rendement et pourquoi? Si ce protocole t'a été utile, abonne-toi à Stoic Finance. Dans le protocole 002, on décortique une autre illusion financière, plus récente, plus rapide et tout aussi prévisible.